En octobre 1999, l'élargissement de la route D947 aux abords de Clermont-Ferrand n'était qu'un chantier parmi d'autres en France, marqué par des délais serrés, un bruit incessant et des ouvriers anonymes en gilets fluorescents. Le tronçon traversait une région de sol volcanique ancien, réputée pour ses formations instables et ses poches souterraines. Pourtant, rien ne semblait anormal, jusqu'à la disparition de 3 ouvriers en l'espace de 6 semaines. Le premier, Alain Moreau, 42 ans, opérateur de foreuse, quitta son poste du matin en prétextant aller vérifier un problème de drainage sur le talus nouvellement excavé. Il ne revint jamais. Le contremaître supposa un accident, une chute dans une tranchée, peut-être une tentative d'évasion. Son corps ne fut jamais retrouvé. Le deuxième, Marc Delon, disparut 15 jours plus tard, lors d'un quart de nuit. Le troisième, Julien Vasseur, s'évapora avant même que le cas de la deuxième victime ne soit officiellement enregistré. Les autorités traitèrent ces événements comme des incidents isolés. Les travaux ne furent pas interrompus. Les collègues continuèrent à travailler, mais le rythme du chantier changea. Les machines s'arrêtaient toutes seules. De petits affaissements se produisaient là où le sol avait déjà été compacté. Par endroits, le sol semblait creux et résonnait sous les pas. Des témoignages informels circulèrent, mais ils ne furent jamais consignés dans les rapports officiels. En décembre, le chantier D947 fut inauguré avec des discours, des banderoles et des photographies. Les noms des 3 hommes disparurent aussi vite qu'ils s'étaient effacés du sous-sol. 8 ans plus tard, en 2007, l'ingénieur civil Étienne Roussel fut chargé d'une inspection de routine suite à l'apparition de fissures longitudinales dans l'asphalte du même tronçon de route. Étienne n'avait absolument aucun lien avec la construction initiale. À 38 ans, il était connu pour sa rigueur et son peu de patience face aux improvisations administratives. Il ne croyait pas aux coïncidences géologiques mal expliquées. L'autoroute avait moins de 10 ans. Ces fissures étaient inexplicables. Lors de l'inspection initiale, Étienne a remarqué une anomalie dans les données archivées de compactage. Des lacunes subsistaient, des journées entières sans relevé clair de mesure de densité du sol. À un endroit précis, près du kilomètre 12, les valeurs se répétaient mécaniquement, comme si elles avaient été recopiées. Il a marqué l'endroit à l'encre et a demandé une analyse par géoradar. Le résultat est apparu par un matin gris de novembre. Sous la couche d'asphalte et de béton se trouvait un vide linéaire et continu, de près de 2 mètres de haut. Ce n'était pas une grotte naturelle. Les bords étaient trop réguliers. Ils s'étendaient parallèlement à l'autoroute sur des dizaines de mètres. Un tunnel. Le concessionnaire a évoqué une erreur de lecture. Étienne a insisté sur des fouilles exploratoires minimales, invoquant un risque structurel. Après des jours de bureaucratie, l'autorisation est arrivée, discrètement, sans couverture médiatique. Il n'était dans l'intérêt de personne de rouvrir des questions sur un projet déjà achevé. Lorsque la foreuse a percé la dernière couche de terre compactée, l'air qui s'en est échappé était froid et sec, chargé d'une vieille odeur métallique. La première caméra envoyée sur place a révélé des parois renforcées par du bois noirci, des poutres de fortune et des traces d'outils manuels. Aucun signe d'effondrement n'était visible. Le tunnel avait été creusé intentionnellement. Étienne descendit lui-même, bravant le protocole. Le sol était recouvert d'une fine couche de poussière et de fragments de pierre. Aucune trace récente. D'un côté, il découvrit quelque chose qui n'était mentionné dans aucun rapport de construction. Un casque jaune, fendu sur le côté, portant le nom A. Moreau écrit au stylo. La découverte ne fut pas signalée immédiatement. Étienne passa le reste de la journée à explorer le tunnel, à mesurer, photographier, à tenter d'en comprendre la fonction. Il n'y avait aucun raccordement aux égouts, aux câbles ou aux galeries techniques connues. Le tunnel s'arrêtait brusquement contre un mur de terre compacté, comme si quelqu'un avait décidé d'interrompre précipitamment les fouilles. De retour à la surface, Étienne demanda l'accès aux anciens dossiers de construction de 1999. De nombreux documents étaient incomplets. Certains noms avaient été barrés et remplacés.
Les rapports de sécurité des derniers mois étaient tout simplement introuvables. Lorsqu'il interrogea de manière informelle un employé de longue date de la mairie, il ne reçut qu'une réponse laconique. C'était réglé à l'époque, mais rien ne semblait résolu. Ce soir-là, seul dans son appartement, Étienne étala sur la table des copies de plans, de photos et de relevés. Les disparitions, les lacunes dans les archives, le tunnel caché sous une autoroute très fréquentée, tout semblait indiquer non pas un accident, mais une décision délibérée d'enfouir quelque chose ou quelqu'un. Le mystère résidait non seulement dans les événements de 1999, mais aussi dans les efforts discrets déployés pour qu'ils ne se reproduisent jamais. Et maintenant, alors que le sol se dérobait à nouveau sous leurs pieds, l'autoroute elle-même semblait vouloir révéler ce qui avait été caché. Avant d'éteindre la lumière, Étienne remarqua un détail qu'il avait négligé. Le tunnel ne suivait pas exactement le tracé de la route. À un certain endroit, il bifurquait de quelques mètres vers le nord, en direction d'une parcelle de terrain qui, en 1999, ne figurait sur aucun plan officiel du projet, et qui abritait aujourd'hui un petit mémorial improvisé en bord de route, avec 3 noms gravés sur une simple plaque. La région de Clermont-Ferrand a toujours entretenu une relation ambiguë avec son sous-sol. Bâtie sur un ancien champ volcanique, la ville a coexisté avec des tunnels de lave solidifiés, des carrières abandonnées et des galeries ouvertes dès le XIXe siècle pour l'extraction du basalte. Pour les plus anciens habitants, le sous-sol n'a jamais été une simple abstraction géologique, mais un espace exigeant respect et prudence. Pourtant, ce savoir est rarement consigné dans les documents techniques modernes, remplacé par des cartes simplifiées et des rapports génériques. Étienne Roussel a grandi loin de cette tradition. Fils d'enseignant, il fait ses études à Lyon et construit sa carrière dans les grandes métropoles, où le terrain obéit aux calculs et les projets réservent rarement des surprises. Son installation à la campagne est perçue comme temporaire, presque bureaucratique. Pourtant, dès sa première rencontre avec la D947, il comprend que cette œuvre se refuse aux interprétations superficielles. L'asphalte porte les marques de décision hâtive et les alentours semblent observer chaque intervention dans un silence attentif. Parmi les employés municipaux, Claire Montagne, technicienne en géologie à la mairie, se distinguait. Elle connaissait chaque rapport incomplet, chaque annexe oubliée dans les archives municipales. Contrairement à Étienne, Claire avait grandi en entendant des récits d'effondrement engloutissant des vignobles entiers et de tunnels de fortune utilisés pendant l'occupation allemande. Sa collaboration ne découlait pas d'un enthousiasme institutionnel, mais d'une préoccupation de longue date. Après avoir analysé les images du géoradar, elle fut la première à affirmer que le tunnel ne respectait ni les normes d'urgence, ni les techniques d'excavation modernes. Une autre figure centrale était Bernard Lefebvre, l'ancien chef de chantier du projet de 1999. Officiellement retraité, il conservait néanmoins une certaine influence auprès des entrepreneurs de la région. Bernard évitait d'évoquer le passé, mais sa présence transparaissait dans les archives, notamment par sa signature récurrente sur des autorisations sommaires et des rapports de synthèse. Pour beaucoup, il n'était qu'un gestionnaire pragmatique, façonné par des décennies de pression pour respecter les délais. Pour Étienne, il devint peu à peu une source de tension, quelqu'un qui en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Au fil de l'enquête informelle d'Étienne, les ouvriers disparus prirent une dimension plus humaine. Alain Moreau n'était pas qu'un nom sur le casque retrouvé. Père de 2 enfants, habitant d'un village voisin, il était connu pour accepter des heures supplémentaires. Marc Delon avait été spéléologue amateur, fasciné par les espaces souterrains. Julien Vasseur, le plus jeune, avait été embauché temporairement et n'avait pas de liens syndicaux étroits. Ces différences rendaient improbable une disparition collective accidentelle, renforçant l'impression d'un recrutement sélectif. L'autoroute, quant à elle, fonctionnait presque comme un personnage silencieux. Les camions la traversaient quotidiennement sans se rendre compte du vide sous leurs pneus. Les vibrations constantes exacerbaient les micro-déplacements du sol, élargissant des fissures qui semblaient obéir à leur propre logique.
Claire remarqua que certaines fissures s'alignaient exactement avec le tracé du tunnel, comme si la structure souterraine reprenait lentement possession de l'espace. Culturellement, il existait un malaise collectif à l'idée de revenir sur les échecs administratifs passés. La France, de la fin des années 1990, avait privilégié l'expansion et la modernisation, souvent au détriment de la transparence locale. Les travaux publics étaient des symboles de progrès et les remettre en question revenait à exposer non seulement des erreurs techniques, mais aussi des accords tacites entre entreprises et gestionnaires. Ce contexte explique la raréfaction des archives et la disparition de certains rapports. Étienne commença à remarquer de subtils changements de comportement autour de lui. Appels téléphoniques restés sans réponse, rendez-vous reportés, regard fuyant dès qu'il était question de 1999. Bernard Lefebvre refusa de le rencontrer directement, prétextant des problèmes de santé. À l'inverse, Claire se fit plus présente, contribuant à recouper les données historiques avec d'anciennes cartes minières. Ensemble, ils découvrirent que la déviation du tunnel indiquait une zone alors classée comme trop instable pour la construction. Chaque nouveau détail complexifiait la situation. Ce n'était plus un simple tunnel oublié, mais un carrefour de décisions humaines, de savoir-faire local ignoré et d'une géographie qui punissait la négligence. Étienne, d'ordinaire distant, se mit à agir avec une prudence presque personnelle, comme si chaque pas pouvait réveiller quelque chose enfoui. Le monde qui l'entourait se dévoilait par strates successives, et les personnages impliqués cessaient d'être de simples rouages pour devenir les acteurs de choix irréversibles. La confirmation de l'existence du tunnel a modifié le statut de l'inspection. Ce qui était auparavant considéré comme de la maintenance préventive était désormais classé en interne comme un risque structurel sensible. Malgré cela, les décisions continuaient d'être prises sans formalités écrites. Étienne reçut l'ordre verbal de limiter l'investigation à la section directement concernée, sans étendre les fouilles. La justification invoquée était financière, mais l'insistance paraissait disproportionnée au vu des éléments de preuve. Le conflit, initialement technique, commença à impliquer des intérêts institutionnels. Malgré les restrictions, de nouvelles fissures sont apparues après une semaine de fortes pluies. Un tronçon de la route s'est affaissé de quelques centimètres tôt le matin, entraînant la fermeture partielle de l'autoroute. L'incident n'a fait aucune victime, mais a mis en évidence la fragilité du sol. La presse locale a commencé à s'interroger sur la qualité de la construction initiale, ravivant le souvenir des disparitions de 1999. Les autorités ont réagi par des déclarations génériques, évitant toute mention du tunnel. Claire a incité Étienne à poursuivre seul. À l'aide de matériel emprunté au laboratoire régional, ils ont effectué des mesures nocturnes non officielles. Ils ont découvert que le tunnel comportait des ramifications plus petites, obturées par de la terre inégalement compactée. Certaines parois portaient des marques d'outils distinctes, indiquant des travaux réalisés à différentes périodes, probablement par des personnes plus ou moins expérimentées. Cela contredisait l'hypothèse initiale d'une excavation improvisée lors de la construction. Le conflit intérieur d'Étienne s'intensifia lorsqu'il reçut un appel anonyme. La voix, masculine et posée, affirmait simplement que certaines zones d'ombre devaient rester closes, pour le bien de tous. Aucune menace directe, mais le message laissait clairement entendre que son enquête était surveillée. Il consigna l'événement dans des notes personnelles, conscient que formaliser la plainte pourrait précipiter le classement sans suite de l'affaire. Entre-temps, les proches des ouvriers disparus ont commencé à se renseigner. La réouverture indirecte de l'enquête a ravivé d'anciens espoirs. Étienne évitait tout contact direct, conscient de ne pas disposer de réponses concrètes. Cependant, la pression émotionnelle s'est immiscée dans le conflit, rappelant à l'ingénieur que les décisions techniques avaient des conséquences humaines qui s'accumulaient au fil des années. Bernard Lefebvre réapparut dans ce contexte. Il accepta une brève rencontre dans un café excentré.
Il ne nia pas avoir eu connaissance d'irrégularités, mais insista sur le fait que tout écart survenu en 1999 constituait une mesure d'urgence pour éviter un effondrement plus grave. Il parla d'ordre venu d'en haut, de risques qu'il était impossible de reconnaître publiquement. Il n'expliqua pas la disparition des hommes, se contentant d'affirmer que le travail devait se poursuivre. Sa position révélait une logique de retenue où les pertes individuelles étaient jugées acceptables face aux échéances et aux contrats. La tension monta lorsqu'une des entrées secondaires du tunnel commença à libérer de l'air sous pression, signe de mouvement de terrain interne. Les techniciens mirent en garde contre le risque d'effondrement en chaîne si les cavités n'étaient pas entièrement cartographiées. Malgré cela, la décision officielle fut de ne renforcer que la couche superficielle de l'autoroute, ignorant l'origine du problème. Étienne comprit qu'il était face à un dilemme, respecter les consignes et laisser le risque dissimuler ou poursuivre les travaux et s'exposer à des conséquences administratives imprévisibles. Le conflit s'est également manifesté entre les techniciens eux-mêmes. Certains ont refusé de redescendre dans le tunnel, invoquant des raisons de sécurité. D'autres craignaient des représailles professionnelles. L'équipe s'est désintégrée et l'atmosphère de travail est devenue tendue, marquée par des silences et des échanges d'informations incomplets. Chaque nouvelle donnée devait être protégée avant d'être partagée. En comparant d'anciennes cartes avec les archives actuelles, Claire a constaté qu'une des ramifications du tunnel menait à une ancienne carrière désaffectée, officiellement fermée dans les années 1980. Ce détail a exacerbé le conflit, car il indiquait que le tunnel pouvait s'étendre au-delà de la zone routière, reliant des structures oubliées. Si cela se confirme, le risque structurel s'étendrait au-delà de la route D947, affectant les propriétés voisines. Étienne demanda une dernière fouille exploratoire, sachant qu'elle serait refusée. Le refus fut immédiat, accompagné d'un ordre de mutation vers un autre projet une fois la surface du secteur stabilisée. Le message était clair, le conflit devait être réglé administrativement et non techniquement. Face à cette situation, Étienne décida d'agir avant d'en perdre l'accès. Il planifia une ultime descente dans le tunnel, sans autorisation officielle, afin de documenter l'étendue réelle des galeries. Il ne s'agissait plus d'honorer un contrat, mais de rassembler des preuves suffisantes pour empêcher que le vide ne soit à nouveau comblé sans explication. Le conflit atteignit son paroxysme, opposant l'ingénieur à la structure qui aurait dû le soutenir. Cette nuit-là, alors que l'autoroute restait partiellement fermée, Étienne et Claire descendirent avec un équipement minimal, conscients que la moindre erreur pourrait être irréversible. Le tunnel, silencieux et instable, semblait réagir à leur présence par de légers soulèvements de poussière. Chaque pas intensifiait non seulement le voyage physique, mais aussi le dilemme entre dissimulation et responsabilité. La décision de redescendre dans le tunnel a entraîné des conséquences imprévues. Tandis que Claire et lui progressaient physiquement sous l'autoroute, d'autres forces agissaient en surface. La fermeture partielle a commencé à perturber le trafic régional, exerçant une pression sur les entreprises locales et les autorités municipales. Les maires des villages voisins ont exigé des réponses rapides, et les travaux, d'abord un problème technique isolé, sont devenus une source de tensions politiques croissantes. L'une des intrigues secondaires les plus pertinentes a émergé de la carrière abandonnée, identifiée par Claire. Officiellement fermée en 1984, suite à un accident mortel, elle n'apparaissait plus sur les cartes, mais restait présente dans la mémoire des anciens habitants. L'un d'eux, Henri Bastide, ancien employé de la carrière, a contacté Claire après avoir entendu des rumeurs concernant le tunnel. Il a affirmé que, dans les années 1990, des camions avaient été aperçus pénétrant dans la zone la nuit, bien après sa fermeture officielle. À l'époque, personne ne s'en était inquiété, habitué qu'ils étaient aux décisions prises sans explication. Ces informations ont ajouté une nouvelle dimension au conflit. Si le tunnel était relié à la carrière, il était possible que les travaux de 1999 aient utilisé d'anciennes structures pour l'évacuation des matériaux
ou pour une stabilisation improvisée des sols. Cela expliquerait les fouilles manuelles et la présence de poutres anciennes. Toutefois, cela a également soulevé l'hypothèse que cet espace avait servi à d'autres fins que des travaux d'ingénierie, un usage qui n'avait été mentionné ni dans les contrats ni dans les rapports. Entre-temps, la famille de Julien Vasseur a entamé une procédure judiciaire pour rouvrir l'enquête sur sa disparition. Leur avocat a demandé l'accès à des documents techniques récents, invoquant un risque pour la sécurité publique. Bien qu'Étienne n'ait pas été officiellement impliqué, ses rapports préliminaires ont commencé à circuler indirectement. Cette manœuvre juridique a accru la pression institutionnelle, accélérant les efforts du concessionnaire pour clore définitivement le dossier. Au sein de l'équipe technique, des conflits personnels ont émergé. Luc Perrin, un jeune assistant ingénieur, a commencé à remettre ouvertement en question les ordres qu'il recevait. Sa prise de position a créé des tensions avec sa hiérarchie directe, mais a également apporté un soutien discret à Étienne. Luc nourrissait des ambitions professionnelles claires et savait que s'opposer à lui pouvait compromettre son avenir dans l'administration publique. Malgré cela, il a donné accès à un ancien serveur où il a trouvé une sauvegarde partielle de courriel datant de 1999, mentionnant des « solutions clandestines temporaires ». Une autre intrigue secondaire concernait Bernard Lefebvre. Bien qu'officiellement démis de ses fonctions, il maintenait des contacts fréquents avec d'anciens fournisseurs du projet. Étienne découvrit que Bernard cherchait à anticiper les décisions administratives, suggérant des renforcements structurels définitifs sans enquête approfondie. Ce comportement révélait une peur, et non un simple pragmatisme. Bernard semblait davantage préoccupé par le fait d'empêcher que la vérité ne soit révélée que par la protection de l'autoroute. L'urgence s'est accrue lorsque les météorologues ont annoncé une nouvelle période de fortes pluies. La saturation des sols risquait d'entraîner des effondrements rapides si les cavités n'étaient pas traitées correctement. L'échéance implicite a imposé des décisions hâtives et chaque intrigue secondaire a convergé vers un point critique. Les facteurs juridiques, politiques, techniques et humains ont commencé à s'entremêler. Lors de la descente non autorisée, Étienne et Claire découvrirent un compartiment latéral partiellement scellé. À l'intérieur, des restes d'engins de chantier, des bâches déchirées et des traces de traînées au sol. Aucun corps n'y fut trouvé, mais l'agencement des lieux suggérait une utilisation prolongée. Cette découverte rejoignait directement les récits d'Henri Bastide et les courriels récupérés par Luc, unifiant ainsi des intrigues secondaires qui semblaient jusque-là parallèles. Le temps était devenu un adversaire silencieux. Chaque heure passée dans le tunnel augmentait le risque physique, tandis que chaque jour, sans décision claire, amplifiait les conséquences extérieures. Étienne comprit qu'il ne pouvait pas résoudre seul toutes les ramifications. Les intrigues secondaires n'étaient pas des digressions narratives, mais le prolongement naturel de la même erreur initiale, répétée à différentes échelles. En émergeant couverts de poussière et conscients de la fragilité de leur découverte, Étienne et Claire comprirent que le conflit principal ne résidait pas seulement sous l'autoroute, mais dans l'entrelacement de multiples intérêts au fil des ans. Les intrigues secondaires commencèrent à converger autour d'une seule question. Dans quelle mesure était-il possible de corriger le passé sans provoquer un effondrement plus grand encore dans le présent ? Les premières heures du matin, au moment où tout a basculé, se déroulèrent sans incident apparent. L'autoroute restait partiellement fermée, la circulation déviée sur des voies secondaires et l'équipe technique réduite au strict minimum. Étienne n'aurait pas dû être là à cette heure-ci. Sa mutation était déjà en cours et son accès au système lui serait retiré sous peu. Pourtant, quelque chose dans les informations qu'il avait recueillies l'empêchait de partir. Les éléments en jeu avaient trop convergé pour être ignorés. Claire fut la première à recevoir l'alerte. Un capteur de déplacement, discrètement installé la semaine précédente, avait enregistré une variation soudaine de la pression interne du tunnel. Il ne s'agissait pas d'un effondrement, mais d'une redistribution brutale de la charge, comme si une barrière interne avait cédé.
l'alerte n'avait pas été transmise à sa hiérarchie, probablement filtrée par le système central. Il ne lui restait plus qu'à décider d'aller vérifier par elle-même. La descente eut lieu avant l'aube, avec un équipement limité et un temps restreint. Arrivés à l'endroit où il n'y avait auparavant qu'un mur compacté, ils découvrirent une ouverture récente. Le sol était humide, et des fragments de vieux bois affleurèrent de terre. Le passage révéla une section du tunnel jusque-là inconnue, plus profonde et plus étroite, manifestement antérieure aux travaux de 1999. Au fur et à mesure de leur progression, les inscriptions sur les parois évoluaient. Des outils plus anciens y avaient été utilisés et des symboles peints à la peinture délavée indiquaient des numéros et des dates. Claire reconnut ce motif comme typique des fouilles d'urgence réalisées pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque des structures souterraines étaient improvisées pour le stockage et la dissimulation. Cela signifiait que le tunnel n'avait pas été créé de toutes pièces en 1999, mais réaménagé. Le tournant décisif survint lorsqu'ils atteignirent une chambre plus vaste, partiellement effondrée. Au centre gisaient des restes humains. Non pas des squelettes anciens, mais des corps conservés dans une forme irrégulière par l'environnement sec et froid. 3 individus, portant encore des fragments de vêtements de travail modernes, des casques déformés, des bottes usées, des outils à proximité. Il n'y avait aucun doute sur leur identité. Le choc ne s'est manifesté ni par des cris, ni par la panique. Il était silencieux, pesant. Étienne comprit immédiatement l'ampleur de la découverte. Les ouvriers n'avaient pas simplement disparu. Ils avaient été ensevelis là, probablement après un effondrement contrôlé, et l'espace avait été délibérément scellé. Non pas en vue d'un sauvetage ultérieur, mais pour un confinement définitif. Parmi les corps, ils ont découvert un détail crucial, un vieux talkie-walkie endommagé avec une carte d'identification accrochée à la pince. Le nom ne correspondait à aucun ouvrier du bâtiment. Il s'agissait de celui d'un chef de chantier de niveau intermédiaire du chantier de 1999, officiellement licencié quelques mois avant les disparitions. Cet objet établissait un lien direct entre la mort des hommes et des décisions humaines précises, et non un accident inévitable. Claire photographiait tout, consciente de la nécessité d'une preuve irréfutable. Étienne, quant à lui, sentait le récit technique s'effondrer. Il ne s'agissait plus d'une erreur d'ingénierie, mais d'un choix délibéré, fait sous la pression. Le tunnel avait servi de solution de fortune à un grave problème structurel, et les hommes présents au mauvais moment étaient devenus partie intégrante du renforcement souterrain. Le tournant décisif s'est produit lorsqu'ils ont entendu au loin le bruit de machines en surface. Quelqu'un avait commencé des travaux de renforcement sans prévenir. Le temps pour agir était considérablement réduit. Si le béton était coulé, la chambre serait scellée à jamais, transformant l'épreuve en partie intégrante des fondations de l'autoroute. Étienne prit enfin la décision qu'il avait toujours repoussée. Il emprunta une voie externe, contactant directement un procureur régional réputé pour ses affaires de corruption dans les travaux publics. Il lui transmit des images, des coordonnées et des rapports en temps réel. Il n'y avait plus de place pour les négociations internes, ni pour les solutions discrètes. À leur sortie du tunnel, ils furent accueillis par des véhicules officiels et des ordres contradictoires. Les travaux furent interrompus de force par une décision de justice provisoire. Bernard Lefebvre, prévenu trop tard, ne se présenta pas. Son silence valut d'être aussi éloquent qu'un aveu. À cet instant précis, le cours de l'histoire a basculé. Ce qui avait commencé comme une inspection technique s'était mué en une enquête criminelle aux répercussions nationales. Le tunnel, autrefois un risque structurel latent, était devenu la preuve tangible de décisions irréversibles. Le tournant décisif ne fut pas seulement la découverte des corps, mais l'impossibilité de revenir en arrière. L'autoroute, les archives et les récits officiels ne pouvaient plus supporter le poids des révélations. Désormais, chaque conséquence serait publique, documentée et impossible à dissimuler. L'arrêt des travaux ordonnés par la justice a fait de l'autoroute D947 un point névralgique de l'actualité nationale.
Des barrages routiers ont été mis en place et la circulation déviée scindie. En quelques heures, des images aériennes du tronçon bloqué ont commencé à circuler dans les médias, accompagnées de spéculations sur des cas de corruption, de négligence et de dissimulation. Les autorités locales, jusque-là discrètes, ont été contraintes de réagir publiquement. Étienne fut officiellement démis de ses fonctions techniques et devint la figure centrale de l'enquête. Aucune arrestation ni accusation ne fut portée contre lui, mais son quotidien bascula. Les témoignages se succédèrent, d'abord administratifs, puis judiciaires. Chaque question renforçait le sentiment que la frontière entre responsabilité professionnelle et devoir moral avait été franchie depuis longtemps. Claire, à son tour, devint un témoin technique clé. Son travail méticuleux conféra une crédibilité scientifique aux conclusions, empêchant que l'affaire ne soit réduite à un simple échec isolé. Malgré cela, elle se heurta à une résistance au sein même de la mairie, où ses collègues évitaient tout contact direct. Ce silence institutionnel constituait une réaction défensive, une tentative de préserver des structures hiérarchiques menacées. Les familles des travailleurs ont reçu la confirmation officielle des décès lors d'une réunion privée. Aucun soulagement immédiat ne s'est fait sentir, seulement la concrétisation d'une perte restée en suspens pendant près d'une décennie. La colère a remplacé l'incertitude. Les avocats ont commencé à agir de concert, élargissant le champ de l'enquête au-delà du tronçon d'autoroute. La disparition, autrefois mystérieuse, est devenue un crime avec des victimes identifiées. Bernard Lefebvre fut retrouvé quelques jours plus tard dans une propriété rurale hors de la région. Convoqué pour témoigner, il livra un récit décousu, admettant avoir eu partiellement connaissance des irrégularités, mais niant toute responsabilité directe. Sa position suscita des réactions contradictoires. Pour certains, il était le symbole d'une culture administrative défaillante. Pour d'autres, un simple maillon d'une chaîne décisionnelle plus vaste. En interne, les instances de contrôle ont lancé des audits de projets similaires menés durant la même période. Le cas D947 a été considéré comme exemplaire, révélant des pratiques de dissimulation récurrentes dans les années 1990. Des documents ont refait surface, non pas spontanément, mais par crainte de poursuites judiciaires. Chaque nouveau dossier a amplifié les conséquences. Étienne observait tout avec un détachement croissant. Les réactions en chaîne avaient dépassé sa capacité de contrôle. Son nom était associé à la fois à la dénonciation et à l'effondrement symbolique d'une œuvre considérée comme modèle. Ses amis lui conseillaient le silence. Ses anciens collègues évitaient tout contact. Pourtant, il maintenait une attitude collaborative, conscient que toute rétractation pouvait être interprétée comme une complicité tardive. L'impact ne s'est pas limité au monde professionnel. La région a subi des pertes économiques immédiates en raison du confinement prolongé. Les chefs d'entreprise ont manifesté, exigeant des solutions rapides. Ce mécontentement populaire a engendré des pressions politiques, incitant les élus locaux à plaider pour une réouverture partielle avant la conclusion des enquêtes. La tension entre sécurité, justice et opportunisme est devenue manifeste. Au niveau institutionnel, le parquet a élargi l'enquête à l'homicide involontaire et à la dissimulation de cadavres. La thèse officielle de l'accident a été écartée. Des experts indépendants ont confirmé que la décision de sceller la chambre souterraine était délibérée et documentée. La réaction judiciaire a été ferme, bien que tardive. Claire comprit que sa carrière allait, elle aussi, se redéfinir. Les invitations à donner des conférences et à proposer des missions de conseil affluèrent, tandis que son poste local devenait intenable. Cette notoriété lui apporta la reconnaissance, mais aussi l'isolement. Dans ce contexte, la science cessa d'être neutre et devint un instrument de confrontation. Les semaines passèrent, l'autoroute demeura fermée et le tunnel, désormais excavé et protégé, fit l'objet d'une enquête approfondie. Les conséquences s'accumulèrent,
telles des couches successives d'une terre qui avait enfoui la vérité pendant des années. Chaque réaction, institutionnelle ou humaine, révéla que le coût de la dissimulation des décisions était toujours supérieur à celui de leur confrontation au moment où elles étaient prises. Au fond, Étienne avait compris qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. L'affaire avait cessé d'être une simple enquête. Elle était devenue un événement marquant. Les réactions démontraient que le vide sous l'autoroute n'était pas une exception, mais le symptôme d'un système qui avait appris à enterrer les problèmes au lieu de les résoudre. Le dépassement de cette situation par Étienne ne s'est pas fait par un acte héroïque isolé, mais par une succession de décisions prises avec discrétion, sous surveillance constante. Dès l'instant où il est devenu la cible d'enquête, il a dû réapprendre à exercer son métier en dehors des structures qu'il avait toujours protégées. Privé d'accès aux systèmes internes, il a commencé à organiser l'information manuellement, recoupant les données publiques avec des archives oubliées. Ce travail méticuleux n'avait pas pour but la gloire, mais la cohérence. À chaque document réexaminé, Étienne ajustait sa méthode, comprenant que progresser impliquait d'assumer les conséquences et non de les éviter. Son éviction forcée révéla des limites dont il ignorait l'existence. Habitué à résoudre des problèmes techniques, Étienne dut désormais composer avec des zones grises où la réglementation n'offrait aucune réponse claire. Au lieu de se replier sur lui-même, il décida d'étudier des cas similaires survenus dans d'autres régions de France. Il découvrit des schémas récurrents de dissimulation, toujours justifiés par l'urgence et le coût. Cet apprentissage élargit son champ de vision, transformant son indignation en méthode. Il commença à structurer des arguments qui lient inextricablement éthique, ingénierie et responsabilité publique. Claire était elle aussi en pleine évolution. La notoriété lui valut des invitations, mais l'obligea à faire des choix difficiles. Elle refusa les propositions qui cherchaient à exploiter le dossier comme un spectacle technique. Elle préféra collaborer avec les universités et les organismes indépendants en se concentrant sur la prévention des risques structurels cachés. Cette décision l'attira définitivement de la routine municipale, mais renforça son identité professionnelle. Claire cessa d'être une simple technicienne locale et devint une référence en matière d'analyse critique des bâtiments anciens, assumant cette transition avec un pragmatisme serein. La relation entre Étienne et Claire a évolué. Auparavant fondée sur une collaboration ponctuelle, elle s'est construite sur une confiance forgée dans l'épreuve. Ils ont appris à communiquer directement, sans présumer de rien. Cette maturité reflétait leur évolution respective, et ils ont cessé d'agir de manière impulsive. Chaque action était désormais calculée non pas pour remporter un conflit immédiat, mais pour éviter qu'il ne se reproduise. L'apprentissage naissait de la maîtrise et non de la précipitation. De nouveaux défis se présentèrent lorsqu'Étienne fut invité à fournir des services de conseil externes à une commission parlementaire. Cette invitation n'était pas une consécration, mais une épreuve. Il lui faudrait mettre au jour les failles du système sans pour autant désigner des coupables. Il se prépara rigoureusement, analysant les données, simulant des questions hostiles et anticipant les tentatives de disqualification. Lors de ses interventions, il adopta un ton technique et ferme. Il ne recherchait pas une justification personnelle, mais la clarté des procédures. Cette attitude consolida sa transformation d'ingénieur d'exécution en acteur critique du système. Sur le plan intérieur, Étienne a géré le poids psychologique accumulé. Il a adopté des routines plus rigoureuses, promenades quotidiennes, tenues de registres et consultations régulières. Non pas pour fuir la réalité, mais pour préserver sa lucidité. Cette évolution a été à la fois professionnelle et structurelle. Il a pris conscience de ses limites et a commencé à les respecter, évitant les décisions impulsives qu'il jugeait auparavant efficaces. L'affaire D947 était toujours en cours, mais elle ne définissait plus entièrement leur identité. Tous deux comprenaient que la surmonter ne nécessitait pas une rupture définitive, mais une continuité consciente. Le passé ne serait pas effacé, mais il pouvait orienter leurs choix futurs.
Cette prise de conscience marquait une véritable évolution. Agir avec une responsabilité accrue, même lorsque cela impliquait inévitablement un sacrifice personnel. La préparation de ce dénouement ne s'est pas faite de manière visible, mais s'est accumulée à travers des décisions administratives, des rapports techniques et des mouvements institutionnels discrets. La commission parlementaire a progressé lentement, confrontant les témoignages aux documents nouvellement révélés. Chaque nouvelle audition réduisait la marge d'interprétation. L'affaire D947 a cessé d'être une exception et a commencé à être perçue comme la synthèse d'un modèle défaillant de gestion publique. Ce changement de perspective a créé un climat de tension permanente, dans lequel aucun acteur n'est resté neutre. Étienne suivait ce processus d'un point de vue opérationnel, mais intellectuellement proche. Ses avis techniques commencèrent à circuler comme référence, ce qui l'obligea à peser chaque mot avec précision. Il savait qu'une formulation inadéquate pouvait discréditer l'ensemble des preuves. La préparation exigeait de la retenue, de la concentration et une résistance à la tentation d'anticiper les conclusions. Le dénouement approchait, non par des actions spectaculaires, mais par la convergence inéluctable des données. Claire s'est concentrée sur la consolidation technique des preuves. Elle a collaboré avec des équipes indépendantes pour cartographier intégralement le réseau souterrain, reliant le tunnel à l'ancienne carrière et à d'autres cavités négligées. L'objectif était non seulement de démontrer l'erreur initiale, mais aussi de prouver qu'elle avait perduré pendant des années en raison d'omissions délibérées. Chaque mesure validée a renforcé le tableau d'ensemble et dissipé tout doute. Sur le plan politique, les attentes de transparence et de responsabilité s'accentuaient. Les anciens administrateurs commencèrent à engager des avocats spécialisés et leurs discours publics se firent plus défensifs. Le vocabulaire évolua, les justifications techniques cédant la place à des expressions telles que contexte historique et limite de l'époque. Cette rhétorique annonçait la préparation de l'affrontement final, où les récits seraient mis à l'épreuve. L'urgence de la situation s'est à nouveau fait sentir lorsque les ingénieurs ont alerté sur la nécessité d'une décision définitive concernant l'autoroute. Maintenir la section fermée indéfiniment devenait intenable. La solution exigerait d'importants travaux souterrains, coûteux et impliquant la mise à nu complète des infrastructures cachées. Tout choix aurait des conséquences politiques immédiates. Se préparer à cette échéance cruciale impliquait d'accepter l'absence de solution discrète. Étienne comprit que sa dernière intervention ne serait pas technique, mais symbolique. Il incarnait la transition entre le silence fonctionnel et la nécessaire mise à nu. Il s'y prépara en constituant un dossier final, clair et accessible, qui reliait décisions, dates, noms et conséquences. Il ne s'agissait pas d'une accusation émotionnelle, mais d'une reconstitution logique impossible à ignorer. Les familles des travailleurs suivaient chaque développement avec une attention contenue. L'espoir de justice avait remplacé le doute, mais la situation restait en suspens. Cette attente alimentait les tensions collectives. Le dénouement serait non seulement institutionnel, mais aussi humain. La préparation impliquait de prendre en compte cette dimension et de veiller à ce qu'elle ne soit pas diluée par un jargon technique. À l'approche de l'audience cruciale, tous les éléments étaient réunis. Preuves irréfutables, récits contradictoires, risques structurels avérés et pression publique croissante. Il n'y avait plus de place pour le retard. Le système qui avait permis la dissimulation allait être mis à nu. La montée en puissance jusqu'au dénouement ne reposait pas sur l'héroïsme, mais sur la précision. Chaque acteur ajustait sa position, conscient que le prochain geste mettrait fin à des années de silence accumulé. L'issue ne dépendrait pas de révélations inattendues, mais de l'impossibilité de continuer à nier ce qui était déjà parfaitement évident. Le point culminant fut atteint le jour de l'audience publique finale, à Lyon, ville choisie stratégiquement pour sortir l'affaire de la sphère exclusivement locale. La salle était comble. Techniciens, journalistes, représentants politiques et familles des victimes. L'atmosphère n'était pas celle d'un spectacle,
mais celle d'une confrontation inévitable. La commission parlementaire avait réuni suffisamment de preuves pour clore la phase d'instruction et attribuer les responsabilités. Il ne restait plus qu'à exposer, de manière irréfutable, la chaîne de décision qui avait entretenu le silence pendant près d'une décennie. Étienne fut appelé à témoigner en début d'audience, non pas comme accusé, mais comme dernier maillon technique jouissant encore d'une grande crédibilité. Devant la commission, il ne manifesta aucune indignation. Il apporta des schémas, des chronologies et des données vérifiées. Il commença par décrire l'état actuel de l'autoroute, puis évoqua la découverte du tunnel et reconstitua progressivement le moment précis où, en 1999, les travaux de construction perdirent le contrôle du passage souterrain. Chaque étape était étayée par des documents désormais officiels. Le point culminant des tensions fut atteint lorsqu'Étienne présenta la reconstitution de l'effondrement initial. D'après les données consolidées, une grave défaillance structurelle s'était produite lors de l'agrandissement, menaçant d'interrompre les travaux pendant des mois. Il fut décidé de réutiliser une ancienne galerie, rapidement condamnée, pour stabiliser le terrain. 3 ouvriers se trouvaient à l'intérieur au moment critique. L'effondrement fut maîtrisé et la poursuite des travaux fut priorisée. L'omission qui suivit transforma l'erreur en faute. Claire témoigna ensuite, étayant techniquement chaque déclaration. Ces images du tunnel, les cartes superposées et les analyses matérielles démontrèrent clairement qu'aucune tentative de sauvetage n'avait eu lieu. Le scellement était définitif depuis le début. Un silence absolu régnait dans la pièce. Toute autre interprétation était exclue. La vérité éclata non comme un choc émotionnel, mais comme une évidence accumulée. Le moment décisif survint lorsque la commission présenta des courriels internes récupérés dans lesquels Bernard Lefebvre et d'autres responsables évoquaient une stabilisation humaine inévitable comme un coût opérationnel. Le jargon technique masquait un choix délibéré. À cet instant, le récit de la gestion de crise s'effondra. Il ne s'agissait pas d'improvisation, mais de calcul. Bernard Lefebvre, présent lors de l'audience, fut appelé à témoigner. Sa tentative de minimiser les décisions passées sonna creux au vu des documents. Pour la première fois, il admit avoir eu connaissance de la présence des ouvriers. Il ne présenta aucune excuse. Il déclara simplement qu'il ne croyait pas avoir d'autre choix. Cette déclaration marqua l'apogée du conflit. La commission interrompit l'audition et annonça le renvoi immédiat de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Dehors, la nouvelle se répandit rapidement. L'audience n'était pas terminée, mais le point culminant était déjà atteint. La route D947, autrefois symbole de négligence technique, était devenue la preuve concrète d'un choix éthique erroné. Les familles, en silence, comprirent qu'il n'y aurait pas de réparation intégrale, seulement une reconnaissance tardive. Pour Étienne, le point culminant fut intérieur. En entendant les aveux partiels de Bernard, il comprit que sa transformation était achevée. Il n'était plus un ingénieur cherchant à corriger une erreur précise, mais quelqu'un qui avait exploré le système et en avait révélé les limites. Il n'y eut point de triomphe, seulement une conclusion. L'audience fut suspendue sous haute surveillance. Dehors, les journalistes attendaient des déclarations. Étienne refusa toute interview. Claire fit de même. Le dénouement était tel qu'aucun autre mot n'était nécessaire. Tout ce qui devait être dit avait déjà été consigné, enregistré, et il était désormais impossible de l'étouffer. La clôture officielle du dossier de l'autoroute D947 n'a pas apporté un sentiment immédiat de justice, mais elle a marqué un tournant irréversible dans l'histoire administrative de la région. Dès lors que les faits ont été officiellement reconnus, aucune autorité ne pouvait prétendre ignorer la situation, et aucune décision future ne pouvait faire abstraction du précédent établi. Le projet, jadis symbole d'efficacité technique, est devenu le symbole d'une limite éthique clairement franchie, dont la correction a nécessité une médiatisation publique et un coût institutionnel considérable. La procédure judiciaire a progressé lentement.
comme on pouvait s'y attendre dans les affaires très complexes. Des rapports d'experts indépendants ont confirmé que le scellement de la chambre souterraine avait été effectué en connaissance de cause de la présence humaine à l'intérieur du tunnel. La décision de poursuivre les travaux n'était pas due à un défaut de communication, mais à une décision consciente, quoique fragmentée, prise à différents niveaux de la hiérarchie. Cette conclusion a définitivement écarté toute thèse fondée sur un accident inévitable ou une erreur isolée. Les peines prononcées des années plus tard n'ont pas engendré de catharsis collective. Les sanctions appliquées reflétaient les limites légales et non la dimension symbolique du préjudice. Pour autant, elles ont établi une jurisprudence pertinente en reconnaissant que les décisions techniques n'existent pas en dehors de tout contexte moral. Pour la première fois dans ce secteur, les documents internes ont été considérés comme des instruments de responsabilité pénale et non plus seulement de responsabilité administrative. Ce changement a modifié les protocoles des projets ultérieurs, renforçant les exigences en matière de traçabilité des décisions. L'autoroute a rouvert partiellement avec des renforts structurels visibles et une signalisation permanente indiquant la zone de travaux importants. Le mémorial improvisé a été conservé et intégré à l'espace public, non pas comme un geste de réparation émotionnelle, mais comme un témoignage historique. Aucune cérémonie d'inauguration officielle n'a eu lieu. Le silence institutionnel de l'époque a été interprété comme une reconnaissance tardive d'un échec, même si elle n'a pas été exprimée verbalement. Étienne Roussel ne reprit jamais une carrière opérationnelle traditionnelle. Ses travaux ultérieurs se concentrèrent sur les audits indépendants et les évaluations des risques systémiques. Il refusa les postes et fonctions politiques qui auraient exigé un alignement institutionnel sans restriction. Sa contribution commença alors à s'exercer en coulisses, par son influence sur les normes techniques et sa participation à la révision des directives nationales. Cette transformation ne fut pas héroïque, mais structurelle, fondée sur la conviction que la compétence technique, sans responsabilité élargie, engendre des dommages silencieux. Clermont-Tonne s'est imposé comme une autorité académique et technique dans l'analyse des ouvrages souterrains oubliés. Ses travaux ont été cités dans des études sur la mémoire technique et les défauts cachés des infrastructures anciennes. Bien qu'elle ait définitivement quitté l'administration municipale, elle a conservé des liens avec les organismes de réglementation en tant que consultante externe. Son parcours a démontré que la rigueur scientifique peut s'allier à une éthique irréprochable, sans pour autant recourir au sensationnalisme. Pour les familles des travailleurs, la conclusion de l'affaire n'a pas signifié la fin de l'épreuve. La douleur persistait, mais elle n'était plus teintée de doute institutionnel. La reconnaissance officielle des responsabilités a permis un deuil d'un autre ordre, ancré dans une vérité documentée. La restitution des dépouilles et la rectification des actes d'état civil ont constitué des étapes essentielles, quoique insuffisantes, pour mettre fin à des années de suspension symbolique. Au niveau collectif, l'affaire D947 a été intégrée au programme de formation en génie civil et en gestion publique. Non pas comme un cas exceptionnel, mais comme une illustration de pratiques récurrentes qui se sont normalisées au fil du temps. Le débat s'est déplacé de l'erreur individuelle vers la culture organisationnelle qui autorise les décisions irréversibles sans mécanisme efficace de contestation. Ce changement a modifié les programmes d'enseignement et les procédures d'évaluation des risques. L'administration publique française a réagi par des réformes réglementaires progressives. De nouvelles exigences de transparence ont été mises en place, notamment pour les projets réalisés sur des terrains historiquement instables. Les archives physiques ont été numérisées et vérifiées, et les rapports de sécurité ont cessé d'être de simples documents administratifs. Si ces changements n'ont pas effacé le passé, ils ont néanmoins réduit le risque de récidive silencieuse. L'autoroute, désormais pleinement fonctionnelle, porte en elle une histoire indissociable de sa matérialité. Sous l'asphalte renforcé, point de vide inconnu, seulement des structures cartographiées et surveillées.
Le paysage ne révèle pas ce qui s'est passé, mais les archives garantissent que cela ne s'effacera pas. Une normalité apparente coexiste désormais avec une mémoire technique permanente. La conclusion de cette histoire n'offre ni rédemption totale, ni équilibre parfait. Elle établit toutefois une frontière claire entre ce qui est acceptable et ce qui est justifiable. Ce qui avait été enfoui par commodité devait être exhumé par responsabilité. Le prix à payer fut élevé, mais l'alternative aurait été la perpétuation d'un silence structurellement plus destructeur. Au final, la D947 a cessé d'être une simple autoroute. Elle est devenue un symbole des conséquences désastreuses de décisions hâtives prises au mépris des vies humaines. Si cette conclusion n'efface pas l'impact de cette affaire, elle en assure la pérennité comme un avertissement. Certains projets s'achèvent une fois l'asphalte sec. D'autres ne prennent fin que lorsque la vérité éclate, même tardivement, même irréversiblement. Des années plus tard, ceux qui empruntent la D947 remarquent rarement ce qui se cache sous la route. Le mémorial demeure simple, presque discret, visité surtout par les membres de la famille et quelques passants attentifs. Étienne évite le site, mais se tient informé des rapports périodiques qui confirment sa parfaite stabilité. Claire y emmène parfois des étudiants pour observer comment des erreurs sont dissimulées sous les différentes couches. L'autoroute remplit sa fonction indifférente. Pourtant, sous le trafic incessant, demeure le témoignage silencieux que certains choix ne disparaissent pas. Ils attendent simplement le moment propice pour ressurgir dans l'histoire locale, consignés dans les dossiers techniques, les souvenirs familiaux, les débats publics et les leçons professionnelles durables pour les générations futures attentives. Si ce récit a suscité chez vous un malaise, une réflexion ou une gêne, n'hésitez pas à le partager. Les œuvres d'art, les choix techniques et les silences institutionnels sont omniprésents, et pas seulement dans cette histoire. Commentez ce qui a le plus retenu votre attention. Interrogez-vous sur les choix des personnages et réfléchissez aux nombreuses vérités qui restent enfouies autour de nous. En partageant et en débattant de récits comme celui-ci, vous contribuez à perpétuer le souvenir des victimes invisibles et à renforcer l'importance de la responsabilité collective. Lisez, discutez, analysez et faites avancer ce récit, car certaines structures ne restent intactes que lorsque la société décide de regarder en face, d'affronter ce qui a été caché et de refuser l'oubli facile.